Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous le feedback du test de concordance de script. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que donc le format des questions de ce test n'est pas celui que vous aurez à l'examen de fin d'année d'imagerie générale. Je veux dire par là qu'à l'examen, ça sera comme la feuille que vous avez reçue par mail et par e-campus avec les cas de l'iFi, c'est-à-dire vous aurez donc trois cas troncs communs à décrire uniquement avec les Röntgen sign. On vous demandera une question finale de type est-ce que cette lésion est pulmonaire, médiastinale ou extrapleurale? On vous demandera par exemple est-ce que cette lésion osseuse est agressive ou non agressive, mais on ne vous demandera pas de diagnostic. Le quatrième cas que vous aurez sera un cas de votre option. Pour ce cas, vous devrez également décrire, comme les trois premiers, et également, par contre, poser en plus une hypothèse diagnostique. Car nous pensons que du coup, comme c'est votre espèce, je veux dire, privilégiée, vous avez donc une meilleure connaissance des pathologies qu'elle a. Voilà, donc pas de stress par rapport ici au format des questions, c'est vraiment pas ça qu'on demande à l'examen. Par contre, tous les cas que nous allons aborder ici dans ce test de concordance de script sont des cas qui sont tombés aux examens les années précédentes en Master Bloc 3. Donc, normalement, j'aime bien faire ce test, je vous l'avoue, de manière interactive, avec vous qui venez au tableau, qui utilisez les feutres de couleur. C'est vrai que ça aurait été plus sympa et je pense peut-être avec plus d'impact pédagogique sur vous. Je vais faire du mieux que je peux et une séance de feedback de toute façon suivra. Et j'espère que vous pourrez là alors poser vos questions et que vous comprendrez tout ce qui reste encore imprécis dans vos têtes. Donc, on va travailler un peu en sens inverse par rapport à d'habitude. On va vous montrer des images et on va vous donner une hypothèse diagnostique. À vous de voir finalement si cette hypothèse elle est possible ou pas, ou si elle est un peu plus probable qu'une autre. Donc, voici ici des radiographies d'un chat face profil d'un thorax. Vous avez ce chat en consultation. C'est un chat qui probablement respire extrêmement mal, étant dyspné. Donc, vous faites des radios thoraciques et vous tombez sur ces deux radios-là. Ce chat avait disparu, on pourrait dire par exemple quelques jours auparavant, et donc peut-être que vous vous étiez dit, je vais peut-être tomber sur une hernie diaphragmatique, vu que ce chat a disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc sur ces radios, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on voit? On voit que on voit toujours les poumons ici, donc qui sont davantage noirs, ok, mais qui semble, vous voyez, décoller de la cage thoracique par une bande d'opacité tissulaire homogène. Cette bande, elle se met d'ailleurs aussi, vous voyez, entre les lobes pulmonaires ici. Donc globalement, le volume de la cage thoracique, de la cavité thoracique est augmenté et l'opacité est augmentée. Normalement, les poumons sont noirs, bien noirs et occupent l'entièreté de la cavité. Or ici, il y a cette bande qui est tissulaire homogène et qui nous sépare les poumons de la cage thoracique. Donc l'opacité est augmentée. Cette lésion a l'air d'être à l'extérieur des poumons. Vous voyez, elle décolle les lobes. Donc, et ces triangles que je vous disais tout à l'heure d'opacité tissulaire qui sont entre les lobes pulmonaires sont en fait des scissures interlobaires. Donc le volume pulmonaire en est réduit, l'opacité des poumons du coup est augmentée. Cette anomalie est bien bilatérale, plus ou moins symétrique, ou alors on pourrait dire qu'elle est un petit peu plus marquée à droite. Sur la vue de profil, la trachée est déplacée dorsalement, voyez, et les contours des lobes que je suis en train de vous montrer sont, voyez, donc rétractés par rapport au sternum ici, mais aussi par rapport à la colonne thoracique. Regardez là, il y a une opacité tissulaire qui se met entre la colonne et les poumons. Donc on a quelque chose ici qui est à l'extérieur des poumons, d'opacité homogène tissulaire. On peut parler d'un épanchement pleural bilatéral. Est-ce que maintenant je peux dire qu'il a une hernie diaphragmatique? Alors clairement, je ne vois pas d'organes abdominaux qui sont ici dans la cavité thoracique. Alors certes, le diaphragme, je ne le vois pas parce qu'il y a un effacement de bord avec l'épanchement pleural, comme d'ailleurs la silhouette cardiaque. Sur la vue de profil, on devine le diaphragme plus ou moins ici. On délimite surtout la limite entre le thorax et l'abdomen. Donc comme ça, je ne dirais qu'il n'y a pas d'hernie diaphragmatique. Maintenant, exclure à 100% une petite hernie diaphragmatique, ça, je ne pourrais pas. Donc si moi, je devais me décider sur une des propositions, je partirais plutôt sur une hypothèse -1.
Sur cette radio, par contre, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Il y a toujours une opacité augmentée de la cage thoracique, enfin de la cavité thoracique. L'opacité est augmentée, le volume est augmenté. J'ai toujours un effacement de bord avec la silhouette cardiaque, avec le diaphragme, mais là je perds complètement les contours du diaphragme. Vous voyez ici, il y a clairement un effacement de bord là, et également sur la vue de face. On peut remarquer ici que le côlon, par exemple, est beaucoup plus trop en position crâniale, que ici cette image tissulaire comme ça, en forme comme ceci, un lobe, pourrait être la rate ou bien même un lobe hépatique. Et on peut également délimiter des structures aériques rondes ici ou bien tubulaires en position crâniale. Alors certains étudiants pensent que ceci pourrait être des lobes des poumons. Vous voyez ici par cette forme ronde et par cette forme tubulaire, ben, ça n'évoque pas trop les poumons, hein. La trachée est ici dorsale. Vous avez ici les lobes pulmonaires, en tout cas résiduels, vous voyez, qui sont clairement de volume diminué et d'opacité augmentée, comme je les retrouve ici. Ok, donc de nouveau, quelque chose ici qui est à l'extérieur des poumons, qui les comprime, mais quelque chose qui est ici, je veux dire, hétérogène, et cette lésion est bilatérale symétrique, et j'ai un déplacement crânial, vous voyez, des organes abdominaux. Donc ici, clairement, je confirme la hernie diaphragmatique. Donc ici, j'irai même sur un +2. Oui, je suis sûre que c'est bien une hernie diaphragmatique. Quand vous avez une hernie dia, il s'agit quand même de regarder qu'il n'y ait pas de fracture de côte, qu'il n'y ait pas de pneumothorax associé, car ce sont clairement des lésions qui peuvent être présentes suite au trauma qui a donné la hernie diaphragmatique. Alors, un petit peu maintenant sur la réflexion par rapport à des cas. Donc, si vous avez ici un bulldog français de 1 an qui vient pour un bilan brachycéphale depuis peu et qu'il est abattu et que les propriétaires apportent de la toux et quelques vomissements régurgitation. Si vous pensiez à un mégaésophage, que vous faites des radios thoraciques et que vous observez une plage pulmonaire alvéolaire, qui veut dire avec des bronchogrammes aériques et une ligne pleurale, ventrale dans le lobe moyen droit. Alors, on est bien d'accord que ceci n'est pas la définition de mégaœsophage. Donc, ceci n'est pas un mégaœsophage. Donc, mettre un +2 ici, ça ne va pas être possible, ce n'est pas un mégaœsophage. Par contre, quand je lis cette description, je pense clairement à quelque chose donc pulmonaire, à une pathologie pulmonaire crâniale ventrale. Donc, il s'agit probablement d'une pneumonie par aspiration ou une bronchopneumonie. Or, vous savez que les mégaœsophages favorisent quand même à des infections pulmonaires, à des bronchopneumonies ou des pneumonies par aspiration. Donc, même si ceci n'est pas finalement la définition de mégaœsophage, c'est la description d'une pathologie qui peut en être secondaire, qui peut être secondaire à mégaœsophage. Donc, de par ce lien qu'il existe entre mégaœsophage et les bronchopneumonies par aspiration, je mettrai alors ici comme hypothèse +1. Parce que finalement ici, ce descriptif n'est pas méga, mais pourrait quand même faire penser pourrait être une conséquence d'un mégaœsophage. Vous savez bien que sur les radios à blanc, les mégaœsophages ne sont pas toujours visibles, et alors qu'il faudrait à ce moment-là donner un peu de baryte à l'animal pour mieux visualiser l'œsophage. Alors, je viens ici avec mon expérience des réflexions que me font les étudiants. Votre problème repose parfois sur cette identification de lobe, le lobe moyen droit. Et vous me dites, ben, ce lobe moyen droit, c'est pas un lobe crânial. Or, pour nous, bronchopneumonie, c'est dans les lobes crâniaux. Ok. Quand on dit en région crâniale ventrale pour les bronchopneumonies, on considère que ce sont les lobes crâniaux et le lobe moyen droit est englobé dans cette appellation crâniale ventrale. Je vous rappelle qu'à droite, on a un lobe crânial et un lobe moyen droit, alors qu'à gauche, on a juste un lobe crânial gauche qui est divisé en une partie crâniale et une partie caudale. Deuxième hypothèse donc ici, des plages pulmonaires alvéolaires mal délimitées, périphériques, caudales, bilatérales, asymétriques. Donc ici, je partirai pas sur une bronchopneumonie, mais pas non plus sur la définition de mégaœsophage. Donc quelque chose qui est alvéolaire, périphérique, caudale, bilatérale, asymétrique, me fait penser quelque chose d'origine plutôt hémorragique, par le côté périphérique, je vous avoue. Et donc, par exemple, chez les chiens, on pourrait penser à une pneumonie angiostrongylose qui va créer des vasculites en périphérie des lobes caudaux, en périphérie des poumons en tout cas, qui après peut être en périphérie de tous les lobes, mais qui en général commence dans les lobes caudaux. Chez les chevaux, vous pourriez penser par exemple à une hémorragie induite par l'effort aussi.
Donc ici, clairement, je partirai sur du -2. Je n'ai pas du tout une hypothèse de méga-œsophage. Plage pulmonaire alvéolaire dans le lobe moyen droit, ventral, et dans les lobes caudaux droite et gauche dorsalement. Finalement, cette nouvelle hypothèse rejoint un peu les deux ensemble. Donc c'est-à-dire que, donc ici on pourrait se dire que l'animal a deux choses, une bronchopneumonie par aspiration et par exemple une angiostrongylose, ce qui est tout à fait possible. Maintenant, si on essaie de retrouver une seule pathologie unique qui rassemble tout ça, et bien donc à ce moment-là, on pourrait imaginer qu'une angiostrongylose sévère, étendue, qui commence dans les lobes caudaux et qui peut se mettre en périphérie après de tous les lobes, pourrait tout à fait être aussi le diagnostic. Donc ça pourrait être une angiostrongylose sévère. Donc du coup, de nouveau, est-ce qu'on met +1 parce qu'on considère qu'il pourrait quand même avoir une bronchopneumonie? Je pense que ça, c'est aussi acceptable. Et dernièrement, cette dernière proposition, déplacement ventral de la trachée thoracique, élargissement du médiastin tracheal strip sign. Donc vous savez, tracheal strip sign, c'est l'impression que la paroi de la trachée dorsale est épaissie. On reviendra en image sur ce que c'est. Donc ici, clairement, c'est la définition, ce sont les signes de mégaœsophage. Donc là, pas d'hésitation, je vais sur un +2. Alors ici, ce sont les mêmes propositions, c'est juste l'hypothèse de départ qui change, donc on ne va pas redétailler tout ça. Il y a juste ici, je vous ai mis une nouvelle proposition, une augmentation de la visualisation de la paroi des bronches sur l'ensemble du champ pulmonaire. Et bien donc ça, c'est un pattern bronchique. Donc il n'y a pas normalement de lien direct avec une bronchopneumonie par erreur de lieu. Maintenant, si on veut un petit peu pinailler, on peut se dire qu'un animal qui a une pathologie chronique des petites voies respiratoires, donc je pense par exemple à un cheval qui a de la pousse, je pense à un chien qui a une bronchite chronique ou un chat qui a une bronchite asthmatiforme, on peut s'imaginer que ces poumons sont quand même avec une immunité diminuée, avec un arbre mucociliaire qui fonctionne moins bien, et donc potentiellement qui est plus enclin à faire des infections pulmonaires. Donc on pourrait quand même imaginer sur des pathologies chroniques respiratoires avoir une prédisposition aux infections et donc aux bronchopneumonies. Alors, peut-être avant de rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'évaluer des images pathologiques de cas avec du pattern, alvéolaire entre autres, et sa distribution, je vais me permettre de refaire un petit rappel sur le pattern alvéolaire et sa distribution. Donc, pattern alvéolaire, je vous rappelle, donc, vous pouvez utiliser clairement dans les ressources une capsule vidéo qui s'appelle pattern alvéolaire et qui va reprendre un petit peu ce que je dis, en tout cas pour le début. Donc, pattern alvéolaire, opacité augmentée. Donc, le poumon est davantage blanc. OK? Et alors, sa définition, c'est l'effacement de bord des vaisseaux pulmonaires. Dans cette plage plus blanche de poumons plus blancs, je n'arrive plus à discerner l'artère et la veine qui bordent chaque bronche. On parle d'effacement de bord des vaisseaux pulmonaires. Pourquoi? Parce que les alvéoles sont remplis de liquide et que du coup, ça fait un effacement de bord avec les vaisseaux adjacents. Ça, c'est la définition. Avec juste ces deux choses-là, vous pouvez avoir un pattern alvéolaire, l'opacité augmentée et l'effacement de bord des vaisseaux pulmonaires. Alors maintenant, on peut avoir des signes pathognomoniques de ce pattern alvéolaire. Ça veut dire que ces signes peuvent être présents, mais ils peuvent aussi ne pas être là. Il peut y en avoir 1, 2 ou bien 3. Donc ça, comme vous avez vu dans ma capsule vidéo, premier signe pathognomonique, vous avez le bronchogramme aérique. Ok, donc ça, c'est juste des tubes noirs, qui sont en fait la lumière des bronches, à l'intérieur de la plage d'opacité augmentée pulmonaire. Ça, ce sont des bronchogrammes aériques. Autre signe pathognomonique que nous pouvons avoir mais qui n'est pas tout le temps présent, c'est donc l'effacement de bord avec les autres structures tissulaires thoraciques. Je pense par exemple au cœur, au diaphragme, au vaisseau thoracique. Donc il s'agira de regarder si ces autres structures tissulaires dans le thorax, est-ce que vous savez toujours discerner leurs bords ou est-ce que leurs bords sont effacés parce que du tissu est à côté, en contact avec eux et efface leurs bords. En quel cas, il y aura un effacement de bord.
Autre signe pathognomonique, c'est donc, qu'on appelle avant la ligne pleurale, mais c'est donc le signe lobaire. Ou, donc du coup, ligne pleurale. Là, de quoi il s'agit? Eh bien, c'est en fait juste le bord du lobe. Hein. Donc, on est d'accord, c'est bord du lobe pulmonaire. Donc, si deux lobes sont en contact, sont à côté, les deux lobes qui sont voisins, je vais dire, l'un est noir parce qu'il est bien ventilé, l'un est blanc parce qu'il est alvéolaire, mais normalement, vous ne voyez pas le bord des lobes, mais là, comme ils sont en contact, évidemment, mais un est blanc, un est noir, et bien la limite entre les deux, vous allez clairement la voir. Ça va? Et donc ça, c'est juste le fait de voir le bord du poumon. On appelle ça donc le signe lobaire. On préfère signe lobaire à ligne pleurale parce que ligne pleurale, vous confondez avec scissure interlobaire. Donc moi, je vous déconseille d'utiliser ligne pleurale clairement. Restez vraiment sur signe lobaire ici et non pas sur ligne pleurale. Donc voici ici des signes pathognomoniques, comme je viens de le dire, qui peuvent être là, qui peuvent un, à deux ou à trois, mais qui ne sont pas forcément indispensables pour dire qu'il s'agit d'un pattern alvéolaire. Bon, maintenant que vous avez identifié sur la radio le pattern, donc première étape, j'identifie mon pattern. Deuxième étape, je regarde comment il se distribue sur ma radio. Donc s'il se distribue en partie crânio-ventrale, vous n'avez pas 15 solutions, en tout cas ici à retenir. Vous devez retenir la bronchopneumonie ou pneumonie par aspiration. Il y a d'autres choses possibles en crânio-ventral. Hein. Il y a par exemple des tumeurs comme le sarcome histiocytaire, il y a les torsions de lobe, il y a les hémorragies. Donc il y a d'autres choses possibles. Mais retenez que, je vais dire, le plus fréquemment, dans 9 cas sur 10, il s'agira d'une bronchopneumonie ou d'une pneumonie par aspiration. Ensuite, le pattern alvéolaire, dans les autres grosses possibilités de localisation, c'est en région codo-dorsale. Alors, si il se distribue de manière bilatérale, symétrique, donc dans les lobes caudaux, vous devez tout de suite penser à, je vous laisse réfléchir, l'œdème pulmonaire. Donc, cet œdème pulmonaire, je vous rappelle qu'il en existe de nouveau deux sortes. Il peut être cardiogénique ou non cardiogénique. Ok? Donc, cardiogénique, on a en même temps une cardiomégalie gauche sur la radio. On a en même temps une congestion veineuse, donc c'est-à-dire des veines pulmonaires. Et donc, ce qu'il a aussi, c'est que sa distribution, au départ, peut-être, enfin en tout cas au départ, avant qu'elle soit donc cododorsale, ça sera donc périhilaire. Et ça, c'est chez le chien uniquement. Donc chez le chien, vous avez l'œdème cardiogénique qui va commencer en périhilaire, qui ensuite va aller dans les lobes caudaux, et ça sera associé à une cardiomégalie gauche, à une congestion veineuse pulmonaire. Peut-être rajouter pulmonaire, comme ça tout le monde comprend. Le non cardiogénique, eh bien, cet œdème-là va plutôt être donc de manière bilatérale symétrique dans les lobes caudaux. Il n'y aura pas de cardiomégalie, il n'y aura pas de congestion veineuse et il ne va pas commencer en région périhilaire. Okay? Oui, je reviens sur le cas précédent, cardiogénique, chez le chat. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on peut peut-être en parler. Donc chez le chat, l'œdème pulmonaire cardiogénique se distribue de manière aléatoire. Il n'y a pas de prédisposition d'endroit pour cet œdème chez le chat. Donc, ce qui veut dire que sur un chat, si vous avez une cardiomégalie et qu'en plus vous avez une plage alvéolaire, je vais dire, peu importe où qu'elle soit, vous devez avoir assez vite dans votre diagnostic différentiel l'œdème pulmonaire cardiogénique. Alors, dans les autres hypothèses d'endroit, vous pouvez également avoir la plage, donc qui peut être unie ou bilatérale, ça va. Donc dans ces autres possibilités, dans les lobes caudaux, vous pouvez avoir la possibilité de quelque chose qui est infectieux, donc je veux dire par là une pneumonie qui viendrait par voie du coup hématogène. Hein.
hématogène, ou bien, je vais dire même aérienne. Ensuite, il y a aussi une localisation, je vais dire, périphérique, qui est encore possible. Donc là, c'est plutôt quelque chose en lien avec des hémorragies. Ok. Donc, en lien avec des hémorragies, donc on a vu par exemple angiostrongylose. On a vu, donc il y a également les thromboembolies qui vont être comme ça, périphériques. Il y a donc l'hémorragie induite par l'effort, ça c'est chez les chevaux. Uni ou bilatérale, donc les pneumonies, je veux dire par là, ben évidemment, on n'est pas forcément malade des deux côtés en même temps, de la même façon, donc ça peut être que unilatéral ou bien bilatéral, mais si c'est bilatéral, oui, j'ai oublié de remettre que c'est asymétrique, hein, évidemment, sur les pneumonies infectieuses. Ok. Et alors la dernière possibilité, pareil, ça peut être uni, bilatéral et souvent asymétrique. Et là, la dernière possibilité, c'est le néoplasme. Okay. Mais je parle de néoplasme, donc plutôt une infiltration qui serait donc diffuse dans le poumon, par exemple le lymphome. Mais je ne parle pas ici de nodules. Ça va? Ah oui, je vais mis ça, mais donc voilà, ça va rester comme ça. Donc, cododorsal, 4 grosses catégories, mais qui sont très larges évidemment. Donc, bilatéral, symétrique comme localisation, œdème pulmonaire. À nous de voir s'il est cardiogénique ou non cardiogénique. Et pour cela, il faudra s'aider d'autres signes radiographiques. Vous pouvez avoir donc une pathologie infectieuse, donc du pus dans les alvéoles, la pneumonie, qui peut être unie ou bilatérale. En tout cas, si elle est bilatérale, elle sera asymétrique. Périphérique, donc quelque chose plutôt en lien avec les hémorragies, avec les vaisseaux, je vais dire. Donc ça sera par exemple angiostrongylose, des thromboembolies, de l'hémorragie induite par l'effort chez le cheval. Et ensuite, quelque chose qui peut être uni ou bilatéral de manière asymétrique, et donc là qui serait plutôt d'origine néoplasique, comme par exemple le lymphome. Voilà, j'ai pas tout dit, mais c'est en tout cas 4 grosses catégories qui vous permettent en tout cas de bien penser à tout. Ah non, on pourrait rajouter encore, quand les alvéoles sont vides, eh bien de l'atelectasie qui, elle, se met, je vais dire, un peu de manière aléatoire, en tout cas qui va dépendre clairement de la cause. Hein. Est-ce que c'est juste parce que l'animal est resté couché longtemps sur son côté, donc le poumon est augmenté, c'est une atelectasie, ou bien qu'il y a quelque chose qui appuie sur un lobe et ben, du coup ça va comprimer à ce moment-là le lobe et du coup le volume sera diminué. À nous d'évaluer tout ça. Donc voilà, maintenant que ce petit rappel théorique est fait, je vous propose de revenir sur les dias du test de concordance de script. Donc on en a été resté sur cette image. Donc est-ce une bronchopneumonie par erreur de lieu? Je vais d'abord regarder où est-ce que mon opacité est augmentée dans le poumon. Mais je m'aperçois que l'opacité augmentée, c'est ici qu'elle se situe, à cet endroit-là, sur la vue de profil. Si je regarde la face, eh bien c'est ici et ici. Donc c'est quelque chose, du coup, de bilatéral. Ça semble clairement symétrique. Quel est le pattern? Eh bien, c'est un pattern, en tout cas, qui augmente l'opacité pulmonaire, comme, je veux dire, comme tous les patterns, mais en tout cas, c'est un pattern où je n'arrive plus à voir l'artère et la veine, je vais dire, autour des bronches. Et alors, je vois de magnifiques, ici, bronchogrammes aériques, là, que je retrouve sur ma vue de face, comme je suis en train de vous montrer. Donc, c'est un pattern alvéolaire en région, dans les lobes caudaux, bilatéral, symétrique. OK. Je reviens tout de suite sur ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, c'est de l'œdème pulmonaire, mon hypothèse numéro 1, clairement. Quelles sont ici ensuite mes deux autres possibilités? C'est cardiogénique ou non cardiogénique. Donc, je vais regarder le cœur. Ben, le cœur ici sur la profil ne paraît pas gros. Vous voyez, au niveau des espaces intercostaux, ben, on est à 1, 2, on est quasi à 3, ben, on n'est pas encore à 3,5. Sur la face, beaucoup d'étudiants me disent quand même qu'ils sont gênés par ce côté-ci de la silhouette cardiaque qu'ils trouvent un peu bombé. Tout à fait d'accord avec vous, ici c'est un peu bombé. Maintenant, je vous rappelle que ce côté-ci n'est pas le côté gauche, hein, c'est le côté droit du cœur, cœur droit. Or, vous savez, si on est en train de partir sur un œdème pulmonaire cardiogénique, bon, mais ce n'est pas le cœur droit qui va nous donner un œdème pulmonaire. Donc, du coup, ici, on a un petit problème. Donc, ici, je suis d'accord que ce cœur droit est globuleux.
Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la radio ici, mais c'est un chiot que nous avons sous les yeux, hein. Il y a des plaques de croissance ouvertes, voyez, comme ici, les sternums qui sont encore pas tout à fait ossifiés. Vous avez les plaques de croissance aussi ici autour des vertèbres qui sont encore ouvertes. Et donc je vous rappelle que chez les chiots, ben, ils ont souvent des cœurs un peu globuleux, une hépatomégalie, des ganglions volumineux. Donc ici, probablement que c'est lié à l'âge de l'animal, c'est-à-dire un jeune chiot. Alors, si on voulait encore se conforter, on pourrait regarder les vaisseaux pulmonaires et on remarque ici qu'ils ne sont vraiment pas gros. Donc clairement ici, on n'a pas de gros vaisseaux, on a un cœur qui est un peu globuleux, mais bon, qui reste encore dans les limites des normes, pas de gros vaisseaux. Des plages alvéolaires bilatérales symétriques, donc on part ici comme diagnostic sur un œdème pulmonaire non cardiogénique. Cette radio, comme je vous l'ai dit au début, est un cas qui est tombé en option petits animaux il y a 3-4 ans à l'examen d'imagerie. Donc clairement ici, je cocherai -2 pour l'hypothèse diagnostique. Alors voilà encore un autre beau cas de thorax. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On va regarder tout de suite où est-ce que mon opacité pulmonaire est augmentée. Donc on remarque que l'opacité pulmonaire est augmentée ici, vous voyez, en région ventrale. Ok? Donc tout ça ici, en région ventrale, l'opacité est augmentée. Ok. Alors, est-ce que cette opacité est augmentée? Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Ben, si je regarde bien, je peux deviner, voyez, des images, voyez, tubulaires, aériques ici. Ok? Et donc ici, nous avons de beaux bronchogrammes aériques. Ok? Je remarque d'ailleurs ici qu'en regard de cette page d'opacité augmentée, il y a un effacement de bord de la silhouette cardiaque. Donc ici, on a, je vais dire, beaucoup de signes qui vraiment nous mettent sur la piste d'un pattern pulmonaire alvéolaire. Okay? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poumon, il ne s'arrête pas là. Hein. Le bord du poumon, ce n'est pas cette image-là. Le bord du poumon, clairement, vient jusque-là. Le bord du poumon vient jusque-là parce qu'il y a les bronchogrammes aériques et que donc, du coup, le poumon va bien jusqu'au bout ici. Donc, j'ai une plage alvéolaire ici qui vraiment fait tout ce que je suis en train de vous montrer là. Donc c'est-à-dire en partie ventrale, ok, des lobes crâniaux, enfin en tout cas c'est une vue gauche, hein, donc ça veut dire du lobe crânial droit, moyen droit et caudal droit. Oui, je vous rappelle, profil gauche, ça veut dire que l'animal est couché sur son côté gauche. Donc ça veut dire que il est couché sur son côté gauche, donc les lobes côté gauche contre la table sont tout petits atelectasiés. Par contre, les lobes je vais dire droits, sont eux bien ventilés, donc vont être plus volumineux et donc du coup seront mieux visibles. Donc si je fais une profil gauche, je vois mieux les lobes pulmonaires droits. Donc ici j'ai lobe crânial, moyen et caudal droit qui sont clairement alvéolaires dans leur partie ventrale. Et donc clairement ça colle avec une bronchopneumonie par erreur de lieu. Donc ici j'irai sur un +2. Alors, pour les étudiants qui vont me demander tout de suite, ah, mais moi, le reste du poumon n'est pas normal. Oui, le reste du poumon n'est pas normal. Vous avez ici clairement des donuts. Vous avez ici des images toutes fines, ok, qui sont le contour des bronches, la paroi des bronches. Donc, vous voyez beaucoup mieux ici, par exemple, le contour des bronches. Donc, oui, il a aussi un pattern bronchique dans le reste de son poumon. Alors, voilà encore un autre beau cas. Donc, de nouveau, où est-ce que l'opacité pulmonaire est augmentée? Donc, sur ma vue de profil, ben, c'est ici que je dirais que l'opacité pulmonaire est augmentée. D'ailleurs, on a un effacement de bord partiel ici, vous voyez, avec le pilier diaphragmatique. Et sur la vue de face, eh ben, c'est plutôt ici que je vois que le pattern est augmenté. Donc, je dis bien de là, là, ça vient bien jusque là, vous voyez, parce que je vois le bronchogramme qui vient jusque là. Donc là, j'ai cette opacité-là augmentée. Alors ici, elle paraît un peu augmentée là aussi, mais c'est clairement plus marqué de ce côté-ci. Et je vois bien un bronchogramme alvéolaire là-dedans. Et ici, ben, l'opacité est clairement augmentée là, dans le lobe caudal là. Et en région périhilaire, ben, aussi, ça a l'air augmenté. Ok, quel est ce pattern? Ben, je viens de vous montrer là un magnifique bronchogramme aérique. Là, je vous dis qu'on a un effacement de bord avec un pilier diaphragmatique. Donc oui, on est bien face à un pattern alvéolaire. Sa distribution, ben, lobe caudaux, ok, mais si je regarde sur la face, ben, je dirais quand même que c'est asymétrique, c'est plus marqué à droite. Ok.
Est-ce que j'ai d'autres signes sur la radio? Ben oui, j'ai un cœur qui est énorme. Si je compte mes espaces intercostaux, ben j'en ai un, deux, trois. Là, il y en a quasi un quatrième et quasi là un cinquième. Donc on a quatre et demi, cinq espaces intercostaux, donc ce qui est beaucoup trop large. On a un déplacement dorsal de la trachée thoracique, une carina qui est déplacée vers le haut dorsalement, clairement ici. Ok. Sur la face, j'ai un cœur qui est gros, qui est vraiment quasi comme une boule ici, qui est vraiment déjà un gros cœur. La forme de ce cœur est-elle normale? Eh bien non, elle n'est pas normale, il est grand, mais sa forme n'est pas normale. Regardez ici, ce bord ici, donc cododorsal, qui est vraiment déformé. Alors, vous voyez ici, il y a deux bronches souches caudales. Donc là, vous avez la bronche souche caudale droite, et là, la bronche souche caudale gauche, qui est déplacée vers le haut à cause de cette oreillette gauche volumineuse. Alors, l'oreillette gauche, où est-ce que je la retrouve sur la face? Alors, elle n'est pas ici, l'oreillette gauche. Ici, c'est bien l'auricule gauche. Donc, l'oreillette gauche se situe ici. C'est la boule que je suis en train de vous montrer entre les bronches souches caudales. Donc là, c'est la boule que vous voyez. Donc, le fait de voir une boule par-dessus le cœur, on appelle ça le signe de la double opacité. Alors, le fait que les bronches souches caudales sont déplacées comme ça en périphérie et elles sont d'ailleurs avec un aspect arrondi, vous voyez, au lieu d'être bien triangulaires et de partir comme ça de la carina, elles sont déplacées et arrondies. On appelle ça le signe des jambes de cow-boy, le cow-boy leg sign. Donc il y a deux choses, double opacité et le cow-boy leg sign, le signe des jambes de cow-boy. Ok. Mais donc ici, on a clairement une cardiomégalie gauche avec une grosse oreillette, un gros ventricule. Donc le ventricule, vous avez une verticalisation ici du bord caudal du cœur. Donc ici, clairement, une cardiomégalie gauche. Alors le corps droit est aussi gros. Vous voyez, le contact sternal est augmenté ici. Et la forme du cœur à droite est aussi augmentée. Donc on a bien une image ici en D inversé aussi pour la face. La veine cave caudale, ben, elle est quelque part ici. Et c'est vrai qu'on ne la visualise plus. Donc ici, elle est aussi effacée. Bon, ici, alors, on a des choses qui nous montrent qu'on a une cardiomégalie gauche et qu'on a une plage alvéolaire, donc caudale et périhilaire, mais caudale pas symétrique, asymétrique. On va regarder, dernière chose, les vaisseaux pulmonaires. Okay. Donc, sur la profile, on va partir de la carina, prendre ici la bronche et regarder ces tubes tissulaires qui bordent les vaisseaux. Je vais zoomer. Hop. Donc, vous avez la bronche là, vous avez la veine ici et l'artère ici. Je compare avec le tiers proximal de la troisième côte. Et donc ici, on peut dire que ça fait plus ou moins la même taille que là. Si je passe maintenant, hop là, pas sur la radio suivante, mais sur la face, je reprends ici ma bronche souche caudale et je regarde des vaisseaux qui sont autour d'elle, là et ici. Ça va, donc je vous remonte bien, là je suis en train de vous montrer, donc ça c'est la veine en médiale, je vous rappelle, et l'artère en latérale. Ok? Je vais comparer ces vaisseaux à leur intersection avec la neuvième côte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc par rapport à la neuvième côte. Ben donc vous voyez que là, l'artère forme un rectangle. Et ici, la veine forme un rectangle qui est encore plus grand que celui de l'artère. Donc clairement ici, on peut dire que la veine est trop grosse et l'artère aussi dans une moindre mesure. Donc on a tous les signes qui vont vers une décompensation cardiaque gauche, donc une cardiomégalie gauche, une congestion veineuse et un œdème pulmonaire cardiogénique. Le seul petit problème ici, c'est qu'il est asymétrique, alors que je vous ai dit qu'il est symétrique. Donc, dans la majorité des cas, l'œdème pulmonaire cardiogénique sera symétrique. Mais dans quelques cas, il peut être asymétrique et à ce moment-là, c'est à droite qu'il sera le plus marqué, ce qui est le cas ici. Je vous ai parlé aussi de cardiomégalie droite sur ce cas, donc on pourrait se demander, est-ce que finalement il décompense pour sa cardiomégalie droite? Eh bien, je pense que la question doit être posée parce que, ne voyant plus la veine cave caudale, bon, j'ai un petit peu du mal à évaluer sa taille, mais le cœur que vous voyez ici n'a pas l'air tout petit. Donc, à mon avis, il a une hépatomégalie. Et donc ici, je pense qu'on ne peut pas exclure en plus une cardiomégalie droite. Mais clairement, ici, c'est une décompensation cardiaque gauche à cause de notre œdème pulmonaire, de la congestion veineuse qu'on peut observer ici. Ok.
et de l'œdème pulmonaire périhilaire et dans le lobe caudal droit principalement. Alors, autre petite chose qu'on peut voir sur la radio, peut-être qui vous a questionné. Donc, ici, vous avez une petite bulle de gaz ici, ventrale à la trachée. Donc ça, je pense que c'est un peu d'œsophage redondant, donc un œsophage qui est un petit peu trop long par rapport à la taille de la cavité thoracique. Et on a ici une petite ligne tissulaire entre les lobes. Donc ça, il s'agit ici d'une petite scissure interlobaire, donc un petit peu d'épanchement pleural, qui pourrait d'ailleurs aussi rentrer dans notre cadre de décompensation cardiaque droite. Bon, donc voilà, on a fait notre tour ici de radio. Donc décompensation cardiaque gauche, oui, ça on en est sûr. Donc ce qui veut dire d'ailleurs que vous devrez faire immédiatement à cet animal du furosémide ou en tout cas un diurétique et possiblement une décompensation cardiaque droite aussi. Donc est-ce que j'ai une bronchopneumonie par erreur de lieu sous les yeux? Clairement non. On cliquerait ici sur un -2. Alors un autre cas thoracique ici, donc le cas, ce cas-ci, j'avais donné la réponse moi. Donc qu'est-ce qu'on voit ici sur ce cas? Ben, de nouveau, on vous demande est-ce que vous pourriez avoir un méga-œsophage. Donc on a revu au début de la dia quels étaient les signes de méga-œsophage. Donc clairement, la trachée que vous voyez ici est déplacée vers le bas, ventralement. Ok, donc déplacement ventral de la trachée. Alors regardez un petit peu cette ligne ici, cette bande tissulaire. Donc ce n'est pas la paroi dorsale de la trachée qui est épaissie, mais en fait la paroi dorsale de la trachée qui touche la paroi ventrale de l'œsophage, et donc elles se touchent, elles ont la même opacité tissulaire, et donc elles vont faire un effacement de bord entre elles. Donc il s'agit ici juste d'un effacement de bord entre la paroi dorsale de la trachée et ventrale de l'œsophage. Donc on appelle ça le tracheal strip sign ou bien le signe de la bande trachéo-œsophagienne en français. Alors, est-ce qu'on voit l'œsophage? Est-ce que l'œsophage est dilaté? Ben, regardez ici, dorsalement, je suis en train de vous le montrer, vous avez ici la paroi dorsale de la trachée qui est là, et la paroi ventrale de la trachée. Moi, je dis des bêtises, vous voyez, j'ai besoin de... Toute seule, ça ne va pas, il me faut les étudiants à côté de moi. Donc, paroi dorsale de l'œsophage ici, et paroi ventrale de l'œsophage qui est là, hop, ce qui doit être ici. Donc, tout ça est bien l'œsophage qui est dilaté. Ok? Sur ma vue de face, haha, donc là, vous avez plus de mal à le visualiser en général, je m'aperçois. Donc regardez bien, je vais vous montrer. Donc c'est bien cette bande-là, comme ceci, tac, et cette bande-là, tac. Ok? Donc vous avez bien ici une paroi là de l'œsophage et l'autre paroi qui est là ici, et tout ceci est dilaté aérique. Donc ici, on a l'œsophage qui est dilaté. Et donc, du coup, notre médiastin qui contient l'œsophage dilaté également. Okay, donc, on a une dilatation, oui, de l'œsophage et donc un élargissement du médiastin. Et ici, de l'ensemble du médiastin, le cranial, en tout cas sur toute la longueur du thorax, cranial, moyen et caudal. Alors, un autre signe de mégaœsophage qu'on ne voit pas trop ici, mais qui est clairement décrit, c'est les muscles longs du cou qui sont mieux visibles. Normalement, ici, on peut voir une opacité tissulaire ventrale aux vertèbres, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, en fait, parce qu'ici, il n'y a pas l'œsophage rempli d'air qui continue d'être ici, donc on ne voit pas bien ici ce signe en plus des muscles longs du cou. Par contre, certains vont me dire, nous on voit d'autres choses, on voit une opacité pulmonaire augmentée. Ah ben oui, regardez ici l'opacité pulmonaire qui est augmentée. Vous remarquez à l'intérieur des tubes aériques, vous voyez, différents. Je regarde sur la face, ah ben de nouveau je retrouve ici l'opacité augmentée. Je regarde le contour du cœur, là je ne vois plus le contour du cœur, là je le vois bien. Et là je ne le vois plus. Donc il y a un effacement de bord, ce qui me confirme que c'est bien un pattern alvéolaire. Certains me demandent c'est quoi cette image-là. Donc cette ligne que vous voyez là, c'est vraiment l'aorte. Et alors, dernier signe pathognomonique qu'on a sur cette radio, c'est ce signe-là, cette bande, on en a parlé tout à l'heure, c'est mon fameux signe lobaire ou ligne pleurale qu'on n'aime pas trop. Donc ce qui veut dire que c'est le bord du poumon. Donc là, comme on vient de le voir ensemble, c'est alvéolaire blanc. Et là, c'est aérique noir.
Donc ça, c'est juste le bord entre le lobe moyen droit et le lobe caudal droit. Ok? Et donc, ça veut dire que le lobe ici moyen est blanc alvéolaire et qu'ici, le lobe caudal est noir parce qu'il n'est pas alvéolaire. Ok. Donc, finalement, j'ai tous les signes de mégaœsophage et j'ai tous les signes d'une bronchopneumonie par erreur de lieu. Ok? On peut récapituler ça si vous le voulez. Déplacement ventral de la trachée, tracheal strip sign, signe de la bande trachéo-œsophagienne ici. C'est pas la paroi dorsale de la trachée qui s'épaissit, mais bien la paroi ventrale de l'œsophage et dorsale de la trachée qui se touchent et qui font un effacement de bord. Dilatation de l'œsophage qu'on a ici, et donc élargissement aussi du médiastin sur la vue de face. Je vous le remontre. Et alors plage alvéolaire dans le lobe crânial et moyen droit avec bronchogramme aérique, effacement de bord de la silhouette cardiaque et signe lobaire ici. Remarquez au passage l'air dans le pylore ici qui est bien rond, qui me signe une, je vous laisse réfléchir, vue de profil latérale gauche. On va passer au cas suivant. Donc, ce peut-être autre cas suivant. Donc, ici, vous avez encore une vue de thorax. Donc, on vous demande où est l'anomalie. On vous parle de mégaœsophage. Donc, on ne retrouve pas ici un déplacement ventral de la trachée. On ne retrouve pas ici le signe de la bande trachéo-œsophagienne. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit une image ici. Vous voyez? Donc, si j'essaie de la décrire avec le Röntgenstein pour avoir tous mes points à l'examen, je dirais qu'il n'y en a qu'une seule image, qui est du coup triangulaire, avec des contours nets, bien définis, d'opacité du coup osseuse. La taille, alors la taille, on ne peut pas mesurer, hein, donc du coup on peut faire par rapport à des vertèbres, dire que par exemple elle fait 3 espaces intercostaux, de forme on pourrait dire en petit cœur pour être imaginatif, ok? Et où est-ce qu'elle se situe? C'est là la grande question, c'est ce qu'on vous demandera à l'examen aussi en question finale. Et bien donc elle est ici, qu'elle pourrait être encore pulmonaire, vous voyez, ou médiastinale. Je vais voir tout de suite ma face. Je ne retrouve pas cette image en périphérie ici, qui me dirait qu'elle est pulmonaire, mais bien ici, en partie centrale. Donc cette image-là est bien médiastinale, parce que sinon elle serait périphérique si elle était pulmonaire. Certains vont me dire, ah, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas être dans le lobe accessoire? Alors le lobe accessoire est là, il est un petit peu plus caudal certes, mais alors sur la vue de profil, ça serait plus ventral. Ok? Alors ici, voilà, on a tout décrit, donc image médiastinale osseuse. Donc vous vous doutez bien qu'ici le plus probable, c'est que ça soit un corps étranger œsophagien. Vous pouvez d'ailleurs dénoter un petit peu de gaz ici en amont dans l'œsophage. Ça serait un cas qui tomberait bien en tronc commun, vous voyez, où vous auriez 6 points pour chacun des Röntgenstein. Donc ici, je n'ai pas de mégaœsophage, hein, clairement, ça va? Alors, je ne dis pas que je n'ai pas une œsophagite et pas une inflammation de l'œsophage. Alors oui, j'ai oublié de vous dire autre chose. C'est que l'opacité de cette image anormale. Beaucoup d'étudiants hésitent entre osseux ou bien tissulaire. Ok? Moi, je ne vois aucun effacement de bord ici avec les structures tissulaires adjacentes. Et sur la vue de face, par contre, superposée aux vertèbres, je ne vois plus du tout l'image non plus. Donc pas d'effacement de bord, on voit cette image très blanche qui vraiment se dénote par rapport à ce parenchyme pulmonaire et aux structures tissulaires adjacentes. Donc pas d'effacement de bord, donc c'est bien quelque chose de osseux.